Merci pour cette profession de foi importante. Monsieur Jean-Claude Thébault, un commentaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce sera rapide. C'est un commentaire après avoir entendu Yves Guénaud, et j'ai toujours plaisir à l'entendre. Et ce commentaire n'a pas trait à l'Union pour la Méditerranée, mais à cette communauté atlantique qui nous réunit ici depuis 2 jours. Et ce que vous avez dit sur les bouleversements mondiaux, sur le constat, je crois, a été unanimement partagé hier. Ça a d'ailleurs été un des points forts, me semble-t-il, de consensus. La question de savoir ensuite comment, effectivement, s'insérer, je dirais, dans ces bouleversements mondiaux est une autre question. Mais ma perception, qui m'appartient, je dirais, mais qui, j'espère peut-être est partagée, c'est que, et je pense que c'est aussi dans l'état d'esprit que cette conférence a été, enfin cette initiative a été lancée, voici maintenant quelques années, à l'initiative du ministre Rami, c'est que cette initiative, à mon avis, participe, ou doit participer, précisément, de cette reconstruction d'un nouvel ordre mondial. Économique aussi, hein, mais un ordre mondial, c'est pas seulement économique. Et je crois qu'il faut considérer cette initiative aussi comme cela. Et donc, c'est une occasion formidable. C'est une occasion d'éviter de faire peut-être les erreurs qu'on a fait, ou en tous les cas de les limiter. Hein. Et deuxièmement, moi je dirais, c'est pas une initiative qui s'inscrit en réaction contre quelque chose ou quelques continents autres. Non. Elle s'inscrit précisément dans ce besoin de changement, de paradigme profond qui concerne la planète entière. Et là, cette conférence, alors je dis c'est très ambitieux parce que ce sont des paroles, mais cette conférence est, de ce point de vue-là, pour moi, un vrai terrain d'expérimentation. Je pense que c'est ça le principal actuellement, enfin, c'est objectif, et faire que ce terrain d'expérimentation devienne un terrain d'action. Et donc, on part sur des bases qui sont très difficiles. Les pays qui sont concernés, tous les pays, bon, on le sait, il y a une grande diversité. On entend nos amis africains qui ont là aussi leurs problèmes très forts. On a tous des problèmes. En Europe, on a aussi d'ailleurs nos problèmes maintenant, mais qui ne sont pas de la même ampleur. Hein. Il ne faut pas non plus... Mais, et je suis avec vous d'accord, il ne faut surtout pas céder à la tentation du déclin. Parce que alors les financiers vont aller encore plus vite. Hein, et là, la ruine, ça arrivera encore plus tôt. Donc, voilà ce que je souhaitais dire. Mais pour avancer dans ce champ d'expérimentation qui est pour moi très porteur, enfin, très riche de potentialités, il faut être aussi pragmatique. C'est comme ça qu'on réinvente. Et j'ai beaucoup entendu d'ailleurs. Il faut réinventer des modes de faire, des approches, etc. Et ben, donc il faut être pragmatique, et c'est aussi ce que j'ai cru entendre, mais je ne veux pas anticiper sur les conclusions. Pragmatique dans les structures que l'on veut mettre en place, parce que on peut tout mettre en place. Hein, mais... Et puis également pragmatique dans les thèmes. On ne peut pas faire tout en même temps dans ce genre d'initiative. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, mais que l'on ne résoudra pas personnel, enfin c'est mon avis personnel dans un premier temps. Il y a des sujets quand même majeurs, essentiels, par contre, sur lesquels on peut essayer d'avancer d'une manière pragmatique, mais enfin d'une manière tout à fait déterminée. Voilà, comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Merci beaucoup. Voilà, nous allons terminer en redonnant la parole à Henri Guénaud qui a appelé à de nouvelles règles, on l'a entendu. Il a été interpellé sur la question de l'éthique dans ces nouvelles règles et peut-être aussi sur la question de l'humilité à avoir devant l'ampleur des défis. Et je lui repasse la parole pour des mots conclusifs. Il aura donc le dernier mot. Ah, ça y est. Merci beaucoup. Non, personne n'aura le dernier mot. Je pense qu'il est... Parce que personne n'a jamais le dernier mot de l'histoire. Mais je voudrais faire quelques
quelques réponses à des sujets ou des questions qui ont été soulevées, qui étaient très différentes les unes des autres, mais qui encore une fois, qui se recoupent. D'abord sur l'Afrique, pour rebondir sur la dernière intervention, vous comprenez bien, on est là typiquement dans la reconstruction des règles de l'ordre et de la gouvernance mondiale. Je veux dire, comment peut-on continuer à avoir un Conseil de sécurité, une ONU qui fonctionne comme elle fonctionne, en laissant de côté de la gouvernance mondiale l'Amérique latine, l'Inde et l'Afrique? Donc oui, la réforme du Conseil de sécurité est une priorité absolue. La France la porte depuis longtemps, mais le point qu'on puisse dire, c'est que elle se heurte à une difficulté politique très très grande. Voilà, c'est que beaucoup de pays n'en veulent pas. On est toujours dans cette question de la transgression. Vous parliez aussi du poumon de la Terre, et en disant que l'Afrique est toujours tenue à l'écart, alors qu'on sait le rôle qu'elle peut jouer, notamment en matière de crise écologique. Mais vous savez, les solutions, elles sont pas très compliquées. En tout cas, on sait comment avancer de façon décisive. Créer une autorité mondiale de l'environnement, faites-en le juge du droit de l'environnement. Et d'autre part, faisons la taxe sur les transactions financières et utilisons une partie des ressources, ou une bonne partie de ces ressources, pour les pays les plus pauvres, en particulier pour l'Afrique, et on aura fait une très grande avancée. Et en même temps, on aura mis de l'ordre dans la finance. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est pas parce que c'est techniquement difficile, c'est parce que pour l'instant, c'est politiquement difficile. C'est politiquement difficile parce que beaucoup de pays n'en veulent pas. Et ça m'amène d'ailleurs à une remarque sur la gouvernance mondiale, là encore, et sur la géopolitique mondiale. Vous savez, nous avons vécu très longtemps avec un monde divisé en deux blocs d'intérêts, les pays riches et les pays en développement. On a appelé ça à une époque les non-alignés. Mais aujourd'hui, il faut s'habituer à vivre avec une réalité du monde qui se partage en trois. Les pays riches, les grands émergents et les pays pauvres. Et les intérêts des grands émergents et des pays pauvres ne sont plus les mêmes. On l'a vu d'ailleurs à Copenhague. On le voit dans beaucoup de négociations internationales. Moi, ce qui m'a frappé au moment de la préparation de Copenhague, c'est qu'on avait quand même bien du mal à faire un bloc, une union des pays pauvres qui défendent ses intérêts. Et on a essayé de les défendre avec eux. Mais il y a toujours eu une difficulté pour les pays pauvres à se détacher de certains grands pays émergents. Je pense au rôle qu'a joué la Chine, au moment de ces négociations. Donc ça fait partie aussi de cette réorganisation du monde et de ce nouveau regard à porter sur le monde. Si les pays pauvres ne veulent pas comprendre que leurs intérêts doivent être dissociés dans les négociations de ceux des grands émergents, leurs intérêts ne seront défendus nulle part et par personne. Voilà la remarque sur l'Afrique que je voulais faire. Puis je voudrais revenir, vous m'avez dit, je crois que c'était le premier intervenant, je n'avais parlé ni de la Méditerranée ni de l'Atlantique, mais si je n'ai parlé que de ça, je vais vous expliquer, mais je pensais que ça allait de soi. Vous savez, vous ne ferez pas l'organisation de l'Atlantique, pas plus que nous n'avons pu pour l'instant avancer suffisamment dans l'organisation de la Méditerranée, si vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a autour et ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est un problème que nous connaissons bien en Europe. Vous savez, si la seule obsession dans la représentation de l'économie, c'est celle de l'échange et du libre-échange, on a eu ce débat pour la Méditerranée. Et c'est un débat qu'on n'a d'ailleurs jamais réussi à trancher complètement. Pour l'Europe, on est encore enfermé dans cette histoire. Est-ce que nous organisons une zone de libre-échange simplement? Comment les échanges peuvent être le plus fluides, le plus simples, les pays les plus ouverts possibles? Ou est-ce que nous coopérons, nous faisons des institutions et surtout des projets communs? Et quand on a dit on veut faire une union de projets en Méditerranée, on a eu en face de nous le camp de ceux qui disaient non, nous on veut faire une zone de libre-échange. Et en Europe, on a ce problème depuis des décennies, on est toujours empêtré dedans. Et vous allez l'avoir pour l'Atlantique aussi. Je pense que ces leçons-là, elles sont transposables au projet atlantique, mais elles seraient transposables aussi à un projet d'organisation du Pacifique. C'est exactement la même chose. Donc on est toujours envoyé à ces questions. Toujours. Je donne deux exemples sur la Méditerranée. Nous avons dit on va faire une union de projets. On s'est heurté alors c'est une histoire de libre-échange. Et par exemple, on a voulu faire une institution qui me paraissait quelque chose de très utile. Et d'ailleurs, c'était partagé par beaucoup de nos amis à la Commission européenne. Et Jacques Barrot, à l'époque, s'en était beaucoup occupé.
l'idée de faire une instance d'arbitrage euro-méditerranéenne et de procéder enfin de rédiger un projet de garantie, un accord de garantie des investissements. Pourquoi? Parce que chacun a ses instances d'arbitrage, que personne ne fait confiance aux instances d'arbitrage de l'autre, et donc toutes les entreprises du Nord et du Sud étaient demandeuses. Mais cette idée d'un arbitrage commun s'est heurtée pas seulement à des intérêts nationaux, elle s'est heurtée évidemment à tous les lobbies et à tous ceux aussi qui se faisaient notre représentation du monde. Ça ne les intéressait pas d'avoir une institution ou d'institutionnaliser quelque chose, était pour eux le contraire du sens de l'histoire. Voilà. Donc, et la garantie d'investissement, je ne vous raconte pas non plus, pourtant c'est techniquement facile à faire, politiquement difficile. Si vous voulez créer un droit international de l'environnement, c'est facile à faire. C'est techniquement difficile, c'est techniquement facile, c'est politiquement difficile. Vous aurez les mêmes problèmes. Nous sommes heurtés à un deuxième sujet sur l'union de projet. Et je vous le livre parce qu'il est intéressant dans la manière de raisonner. Il y a deux façons de voir les projets. Qui est la coopération. Le projet, c'est la coopération. C'est ce qu'on fait ensemble par rapport à la concurrence, qui est ce qu'on fait les uns contre les autres. Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire, voyons, quels fonds puis-je réunir pour financer mes projets? C'est ce que j'appelle la démarche bureaucratique ou administrative. Elle est logique pour une administration. On vote un budget et puis après, on dépense son budget. Et puis, il y a la démarche de la vie normale, la vie des entrepreneurs. J'ai d'abord un projet, et puis quand j'ai un projet, je vais chercher des apporteurs de capitaux, en essayant de les convaincre que c'est le meilleur projet du monde et qu'il faut qu'ils viennent avec moi en m'apportant leurs ressources. Et vous avez toujours ce problème. Si vous voulez faire... On a essayé de faire l'Union de la Méditerranée sur les projets, bon, on s'est heurté à la logique bureaucratique ou administrative, vous vous heurterez au même problème. Dans ce problème, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la place de l'entrepreneur dans l'économie, dans la représentation qu'on se fait de l'économie. Si vous mettez l'entrepreneur au centre, vous faites une union de projets en partant des projets. Si vous ne mettez pas l'entrepreneur au centre, ben vous faites une union en partant soit du budget bureaucratique administratif, soit de la finance. D'abord les capitaux et ensuite les projets. Et vous n'y arriverez pas, je vous le garantis. Parce que ça ne marche jamais. La vie normale, c'est les projets d'abord et les capitaux ensuite. Voilà, mais donc en réalité, je n'ai parlé que du problème de la Méditerranée et de l'Atlantique parce que ce sont ces problèmes qui sont au cœur, je peux vous le dire d'expérience, qui sont au cœur de toute tentative d'organisation régionale, continentale ou transcontinentale. Monsieur Thébault pourrait vous parler plus savamment que moi. Non, mais de l'état de l'Europe. Voilà, des débats que nous avons. Des débats que nous avons eus en Méditerranée et des débats que vous aurez si vous voulez faire une onde atlantique. Voilà, je ne veux pas parler plus longtemps, juste pour dire à la question qui peut transgresser, eh bien c'est la question majeure. Voilà, c'est la question majeure à laquelle nous n'avons... Moi, je n'ai pas de réponse, hélas, mais elle est posée au milieu, devant nous. Elle est celle qui va conditionner notre avenir, où nous sommes capables de transgresser pour sortir de nos habitudes de pensée, de comportements qui nous ont menés là où nous en sommes. Et capable, ça veut dire trouver quelques chefs d'État et de gouvernement, les Roosevelt du XXIe siècle, où nous n'en sommes pas capables, et nous passerons d'un monde à un autre, non pas par l'intelligence et la raison, mais par la crise. Voilà. Et la crise, elle peut avoir des conséquences sans limite, elle peut être une catastrophe sans précédent. Voilà ma conviction profonde, et je crois que personne ne doit oublier cela. Merci, Monsieur Hainaut, pour ce dernier éclairage. Cette séance se termine. Vous avez la possibilité de retrouver tous les modes d'expression, toutes les présentations sur le site internet du Haut-Commissariat au Plan. Je vous invite à vous y rendre pour retrouver tout ce qui a été dit. Vous avez aussi une présentation de ces différentes sessions sur un écran à côté. Donc, vous avez là tous les repères dont vous pouvez avoir besoin. Je lève la séance et je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour la séance de clôture finale qui sera dirigée par M. Ahmed Almi lui-même.